il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Bonjour, je m'appelle Jonas Mayala et j'ai ce réel plaisir de venir encore m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un thème pas très nouveau, mais en tout cas à venir encore enrichir l'analyse que j'avais pu donner dans le jour précédent. Je vais vous rappeler les buts de la Judée Sud, c'est de démocratiser le système de pensée des sudistes et pour faire découvrir les potentiels de développement qu'il y a au milieu des Suds. Il y a quelques jours, j'ai parlé du conflit. D'ailleurs, j'en ai présenté quelques émissions sur les conflits israélo-palestiniens. Alors, la dernière émission où j'ai parlé de ce conflit, je dis que les États-Unis et Israël sont en train de gagner la guerre sur terrain, mais sont en train de la perdre sur le plan stratégique. Aujourd'hui, je reviens encore pour donner quelques éléments de réflexion sur ce qui est en train de se dessiner dans différents pays. La perte de cette guerre sur le plan stratégique ou géostratégique veut tout simplement dire que dans le reste du monde, dans le monde entier, il est très très probable que les États-Unis et ses alliés soient discrédités. Le risque d'attentat puisse s'accroître dans certains pays. Ce que nous vivons aujourd'hui avec ce qu'Israël fait sur la bande de Gaza, il faut savoir que dans cette zone, dans le Moyen-Orient, Moyen-Proche et le Golfe, Moyen-Orient, Proche-Orient, le Golfe, il y a beaucoup de groupes qui s'énomment de groupes de libération ou de groupes qui sont d'ailleurs considérés pour la plupart comme des groupes terroristes par le monde occidental. Et donc, ce sont des groupes qui cherchent à revendiquer leur autonomie et tout. Voilà, le groupe, il y a l'État islamique, il y a beaucoup de groupes qui cherchent à revendiquer des terres, de ceci, de cela, de ressources, plein de revendications, et parmi lesquelles il y a des revendications aussi contre le pouvoir occidental dans la région. Et du coup, le Hamas collabore avec beaucoup de groupes dans la zone, et même certains États. Et beaucoup de groupes sont financés par des États. Il y a des groupes qui sont financés même par l'Occident. Ça dépend de quel type d'intérêt l'on poursuit dans une zone, dans un pays ou je sais pas, dans plein de choses. Depuis le début de la guerre, il y a un phénomène qui sévit dans le pays du Nord. Quel est ce phénomène? D'autres groupes dans la région ont décidé de s'allier au Hamas et ont commencé à attaquer des entreprises, des gens, même des bateaux appartenant aux Occidentaux. Et depuis un certain temps, au Yémen, il y a un groupe terroriste qui a fait des revendications, mais vraiment des revendications fortes, des déclarations fortes, comme quoi ils vont s'attaquer à tous les navires qui passent par la mer Rouge, des navires occidentaux. Et ils ont commencé à faire ça. Il y a un navire qui a été attaqué par les pirates. C'est un groupe de rebelles, un très gros navire d'ailleurs. Il y a un autre groupe, un autre navire qui transporterait, je crois, le carburant, un navire norvégien qui a été pris d'assaut, qui a été atteint par un missile en provenance du Yémen et qui a pris feu au large de la mer Rouge. Et la semaine dernière, les États-Unis et quelques pays d'Europe ont décidé d'intervenir. Parce que de toute façon, il y a les porte-avions américains, il y a beaucoup de navires de guerre militaires
occidentaux dans la zone pour sécuriser le navire. Il faut savoir que c'est le canal ou le parcours, le chemin le plus important dans le commerce mondial par lequel transiteraient beaucoup de navires du pays producteur de biens vers le pays le plus consommateur, notamment l'Europe et les États-Unis. Et donc, il y a beaucoup d'intérêts commerciaux dans la zone, dans la région, dans la Méditerranée et dans la mer Rouge. Il y a une forte présence des navires militaires des Occidentaux ou même des pays comme l'Égypte, la Chine et chaque pays essaie de protéger ses intérêts commerciaux. Et là, les États-Unis, à cause de ces attaques-là, ont vraiment décidé de déclarer tout à fait une guerre. C'est vraiment une guerre. La France a décidé de s'allier à la cause. La Grande-Bretagne aussi a décidé de s'allier à la cause. Et d'autres pays qui n'ont pas encore fait des déclarations officielles sont entrés dans cette soi-disant guerre secrète pour repousser toutes les menaces de ce groupe terroriste. Il n'y a pas que ça. C'est que dans le pays européen maintenant, il y a une espèce de peur au ventre qui commence à naître petit à petit. Une certaine phobie, notamment en France, des attentats. La France commence à vivre la peur. Plusieurs musées en France ou des lieux hautement fréquentés sont constamment fermés à cause des alertes. Ça peut être des fausses alertes aux bombes. La vie commence à ressembler à ça. En Belgique, moins, mais en France, c'est trop prononcé. La France est hyper présente sur la sphère internationale. Elle est généralement en première ligne avec les États-Unis et l'Angleterre. Et donc, la France est prise pour cible. La vie commence à ressembler à ça dans le pays du Nord. La peur. Ces groupes terroristes sont connus par leurs attaques, leurs attentats dans les pays d'Europe, d'Amérique et ainsi de suite. Et donc, quand vous êtes à Paris, ne soyez pas surpris, vous arrivez dans une grande gare et la gare elle est fermée. Des grandes gares comme la gare de Lyon, la gare du Nord, la Défense, parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié son sac et tout, voilà. Donc, dès qu'on découvre un bagage oublié dans le train, on ferme le train parce que ça peut potentiellement être une bombe. Mais je vous dis que dans une ville comme Paris, une ville qui est aussi fréquentée comme Paris, dès qu'une gare est fermée, ça perturbe tout le réseau, c'est vraiment la panique. C'est des attroupements de gens, des embouteillages partout. Regardez à quoi commence à ressembler la vie dans le pays du Nord. Je répète ici que les États-Unis, Israël, les pays et leurs pays alliés gagneront à coup sûr la guerre sur terrain. Mais la guerre stratégique est loin d'être en leur faveur. C'est la peur qui commence à s'évivre, à s'émouvoir dans le pays du Nord. La peur de se faire attaquer. Et la France commence à développer cette phobie. Les gens vont être habitués à vivre avec cette peur. Tout est potentiellement suspect maintenant dans certaines villes, notamment Paris. C'est la capitale touristique mondiale. Et donc, il y a tellement des attroupements à Paris qu'il est normal de dire qu'on peut attaquer à tout moment. Vous voyez la vie à laquelle nous serons confrontés dans le mois, le jour, les semaines, les années qui viennent à cause de ces conflits-là en Israël. Il y aura des fermetures des lieux publics à cause, et d'ailleurs, vous le savez, des alertes, là, ça peut être des personnes ou voilà, donc des civils, des gens qui veulent bien s'amuser avec vous, qui font sur Internet, comme ça se fait, une fausse alerte, et tout le monde panique, on évacue des musées, on évacue des lieux publics, des stades et tout. Donc, il y a même des gens qui peuvent commencer à se jouer avec le gouvernement, avec les services de renseignement, de sécurité, avec des fausses alertes. Alerte à la bombe.
Et comme on le sait, l'année prochaine, la France va organiser le plus grand rassemblement sportif au monde, les JO 2024. Et il faut voir à quel point les services de sécurité sont débordés. Le dispositif de sécurité, la manière dont ils y travaillent, ça sera tout nouveau avec des drones partout. Il faut sécuriser tous les spectateurs, tous ces gens qui vont se déplacer pour aller suivre les JO. Dans un pays, dans une ville qui est constamment menacée par des alertes à la bombe. Alerte à la bombe. Ça fait 2 mois depuis le début de ces conflits que Paris vit constamment sous la peur, dont la peur. Les services de sécurité ont peur. Voilà maintenant à quoi s'attendre. Et ça va se répandre dans quasi tous les pays du Nord, tous les pays alliés d'Israël, notamment aux États-Unis. Et le jour où ils vont décider de passer à l'acte, s'il y aura des attentats, ça va encore accentuer la peur. Des mesures de sécurité. Nous allons perdre la liberté de nous promener, d'aller profiter des endroits comme des musées, des endroits touristiques. Ça va être très très compliqué. À tout moment, il faudra être sur le qui-vive. Les gens vont devoir composer avec, plutôt aller, au lieu d'aller vers les services ou bien les transports en commun, on va commencer à beaucoup privilégier les transports personnels. Alors que la transition énergétique veut que nous puissions plutôt encourager le transport en commun, les transports publics qui est privé. Mais dans les transports en commun, il y aura potentiellement des risques et les gens vont commencer à détester ça pour se sécuriser, pour leur propre sécurité. La vie va changer. Et c'est ça l'une des pertes sur le plan géostratégique des pays alliés des États-Unis. Ce sont les conséquences collatérales de cette guerre en Israël. Voilà, nous reviendrons encore avec d'autres éléments, mais jusqu'ici, voilà ce qui se passe dans cette zone, dans cette partie du monde, et nous espérons qu'il y aura des améliorations, parce qu'il y a des éléments, parce que le président israélien a fait une petite déclaration comme quoi qu'il aimerait que les deux parties négocient. Et le rendez-vous, je crois, serait pris en Égypte, où le président du Hamas va faire le déplacement vers l'Égypte pour des nouvelles négociations. On est en train de soupçonner la fin de ces conflits, mais le Premier ministre israélien et l'armée sont loin de déclarer la fin de la guerre. Voilà, donc merci pour ces quelques minutes. Je vous fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.